Daphna Poznanski-Benamou, Boker Tov. Boker Or. Alors, heureux de vous accueillir ici dans le studio de studiocalita.com. Je rappelle, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que vous êtes candidate à la députation pour la 8e circonscription des Français de l'étranger. Je dois rappeler que vous avez une longue carrière derrière vous, une longue carrière dans la vie politique, on va dire dans la vie politique et régionale et même nationale, puisque vous avez occupé ce fauteuil entre 2012 et 2013 pour une année. Vous étiez donc député à l'Assemblée nationale et nous allons reparler un peu de ce que vous avez fait pendant cette période, mais avant tout, tout d'abord, pourquoi avoir décidé de briguer à nouveau ce fauteuil ? Eh bien simplement parce que l'actuel député, le député sortant Meir Habib, n'a pas fait le job, c'est tout. Et surtout, en fait, des personnes de droite et de gauche sont tous venus me chercher il y a 1 an et demi pour me demander justement de présenter ma candidature comme une candidature indépendante, sans étiquette, de rassemblement, pour justement faire émerger toutes les forces positives afin de faire avancer nos dossiers, nos problèmes. Alors, d'emblée, une attaque en direction de votre challenger, celui qui, disons, d'une certaine manière, vous a remplacé en 2013, qui vous a remplacé après que votre élection ait été invalidée après une année à la suite de diverses... on va dire, d'une relative irrégularité concernant les comptes. Même si vos comptes étaient réglo, eh bien, cela n'a pas été validé par le Conseil qui valide les élections. Si vous voulez, vous pourrez vous expliquer là-dessus. Mais je vais en expliquer tout de suite. Alors, c'est pas la peine de laisser planer des incertitudes. Ce n'est pas des irrégularités. Simplement, on m'a reproché de ne pas avoir respecté des règlements qui ont paru en mars 2012, alors que la campagne avait commencé le 1er juin 2011. Ce qui avait évidemment donné lieu à des dépassements, mais je dois avouer que ces dépassements, eh bien, vous savez, ne serait-ce que le député qui a repris mon bureau à l'Assemblée nationale, il avait 3 fois mon dépassement. Et tous mes comptes étaient certifiés au centime d'euro. Alors pourquoi il n'a pas été... Parce que mon dossier, ainsi que celui de mon ami Corinne Arassigain des États-Unis et du Canada, sont arrivés en premier. Et qu'ensuite, ils se sont aperçus au Conseil constitutionnel qu'il aurait fallu annuler toutes les autres élections. Ok, alors Daphna, on ne va pas passer peut-être tout notre entretien à essayer d'accuser les autres ou de rendre responsables les autres ou d'autres personnes, mais peut-être parlons d'abord de votre activité, puisque vous êtes ici, comme je le disais, déjà très connu dans le monde francophone en Israël. Vous avez rempli de multiples fonctions. Vous avez été la vice-présidente de l'Association des Français de l'étranger, de l'Assemblée des Français de l'étranger, pardon, et de la commission des lois de cette Assemblée. Je suis toujours, depuis 17 ans, membre de la commission des lois de l'Assemblée des Français de l'étranger. Voilà, vous avez été la présidente de l'ADFI que vous avez créée en 1993, si je ne m'abuse. Donc, vous avez une vie, on va dire, et à la fois politique et communautaire en Israël extrêmement connue, extrêmement intense. La question que l'on pourrait d'abord se poser, puisque vous-même vous avez occupé cette fonction, vous avez remporté les élections en 2012, qu'est-ce que vous avez fait pendant l'année où vous étiez député à l'Assemblée nationale ? Alors, il ne s'agissait pas d'années, bien entendu, c'était simplement 7 mois en tout et pour tout. Simplement, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis intervenue, je ne sais plus combien de lettres par lettre et par intervention directe auprès des ministres, chaque fois que c'était important. Et surtout, j'ai réussi, après 4 mois et demi de lutte acharnée, à faire enfin passer un amendement qui touchait les Français de l'étranger, le fameux amendement sur les certificats de vie. Donc, c'était la première fois qu'à l'Assemblée nationale... En détail ? Alors, c'était la mutualisation entre les 36 caisses de retraite et l'annualisation de ce certificat de vie. Malheureusement... Concrètement, ça a permis... qu'est-ce que ça pouvait permettre à des Français de l'étranger, des Français d'Israël, par exemple ? Eh bien, simplement, une fois par an, pour le même et un seul document, ça suffisait pour certifier auprès des 36 caisses de retraite. Sauf que comme il y avait 36 caisses de retraite,
il a fallu qu'elles négocient entre elles. À ce moment-là, je n'étais déjà plus députée. Et donc, concrètement, cet amendement n'a pas été mis en application à ce jour. Il n'a pas été mis en application, mais il a commencé à être mis en application. Le fait, justement, que j'avais réussi à faire voter cet amendement a permis de continuer, en tout cas à mon ancien collègue Philippe Cordery, de faire en décembre dernier passer un amendement sur la dématérialisation des certificats de vie. Et ce n'était pas du tout M. Habib qui a retiré, lui, son amendement, contrairement à ce qu'il a raconté. Mais par contre, il faut bien savoir une chose, c'est que la dématérialisation n'est pas la solution. Et la solution, je la propose dans mon programme, justement. La seule solution aujourd'hui pour nos Français résidant à l'étranger et retraités, c'est de faire appliquer, évidemment dans notre 8e circonscription, mais peut-être pour tous les Français de l'étranger, de faire appliquer ce qui existe déjà entre la France et l'Allemagne, entre la France et la Belgique, le Luxembourg et bientôt en Italie. C'est-à-dire le signalement automatisé des décès entre états civils, tout simplement. Cela permettrait donc de concrètement qu'il n'y aurait plus de certificat de vie. D'accord. Alors, pour revenir un peu à cette période, ces 7 mois dont vous parliez... Oui, alors j'ai aussi été, il faut bien le savoir, rapporteur du budget des anciens combattants. J'ai vérifié 3 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien, n'est-ce pas? Et surtout, j'ai réussi, à l'intérieur de ce rapport, à faire avancer des mesures pour les veuves et les anciens combattants à l'étranger. Alors, peut-être que certains ont eu un sentiment, c'est-à-dire, et c'est un sentiment qui s'est exprimé, en tout cas, je l'ai personnellement, moi, entendu, c'est que pendant ces 7 mois où vous étiez à l'Assemblée, on ne vous a pas senti plus particulièrement préoccupé par, on va dire, les Français d'Israël, mais par l'ensemble de votre circonscription, alors que, en fait, d'une certaine manière, une bonne partie de votre électorat venait de cette partie de la circonscription, de la partie israélienne. Vous êtes vous-même israélienne, vous habitez en Israël. Depuis 37 ans. Depuis 37 ans, vous êtes une ancienne Ola Hadasha, donc qui est arrivée il y a bien longtemps en Israël. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Elles sont totalement infondées. Contrairement à l'actuel député, moi, j'ai fait des permanences mensuelles en Israël. Alors j'allais tous les 2-3 mois. À chaque fois de reprendre... J'allais tous les 2 à 3 mois. J'allais dans les autres pays, mais en Israël, j'étais là tous les mois. Tous les Français pouvaient venir m'exposer leurs problèmes, et ils l'ont fait. Je rappelle qu'en novembre, c'était la guerre. J'ai même réussi à marier mon fils sous les roquettes, et j'étais dans toutes les villes bombardées. En novembre 2012. 2012. J'étais donc ici, j'étais auprès de tous les Français bombardés, que ce soit à Ashdod, à Ashkelon, à Eshkol, Tel Aviv, etc. Alors, j'ai également, à l'Assemblée nationale, je me suis battue contre justement la volonté de Fabius d'accorder un statut, vous savez, d'observateur, de voter en faveur d'un statut d'observateur. Alors concrètement, lorsque l'on parle à l'Assemblée nationale, c'est vrai qu'il y a plus de 500 députés. 577. Voilà, 577. On attend d'un député qui prenne la parole, qui s'exprime. Vous l'avez fait régulièrement à la tribune? Vous savez, il y avait la majorité absolue pour le Parti socialiste. Oui. En 6 mois, puisque en réalité, c'était pas 7 mois, on enlève 1 mois de vacances, c'était 6 mois. Mon tour n'était pas encore arrivé. Lorsqu'on est 15, on peut avoir très facilement la parole. Lorsqu'on est 289, c'est un peu plus compliqué. Voilà, en fait, c'est peut-être un peu cela que je ne suis pas pour le ministère de la parole. Moi, je suis une femme qui agit. Oui, mais un député, d'une manière ou d'une autre, doit agir. Doit s'exprimer aussi. Non, il doit s'exprimer. Il doit faire passer un message. J'ai fait passer tous les messages importants qu'il fallait passer. Mais véritablement, je me suis concentrée sur des actions, sur des actes, pas sur des paroles. Okay. Un député, il intéresse ses électeurs seulement si il fait avancer leurs problèmes. Alors, ok, justement, pour essayer d'intéresser les électeurs, nous allons vous demander un peu quel est votre programme, puisqu'on ne va pas passer notre temps à parler du passé, on va essayer de parler de l'avenir et du programme que vous proposez pour ces Français de l'étranger ici et les Français d'Israël qui nous écoutent ici en particulier. Alors, il faut savoir qu'en réalité, les problèmes sont transversaux, justement. Ce n'est pas seulement en Israël, on les retrouve un peu partout. Donc en fait, premièrement, l'aide à l'emploi. Et je suis particulièrement heureuse de me trouver dans ce studio de Kalita. Parce que nous sommes à côté du Absolument, absolument. Donc l'aide à l'emploi et à toutes les structures associées
associative pour l'aide à l'emploi et l'équivalence des diplômes. C'est extrêmement important et évidemment, la réserve parlementaire doit servir à ça en premier. Et bien d'autres choses, puisqu'on pourrait effectivement, un député devrait... Rappelez-nous, c'est quoi la réserve parlementaire ? La réserve parlementaire, c'est 130 000 € qui sont accordés par l'État à chaque député, à lui de la répartir. Par an, de la répartir. Mais c'est à tous les députés, c'est accordé. Et en fait, les députés doivent recevoir des demandes justement de leurs électeurs, tout simplement. Moi, à l'époque, j'avais effectivement, mais c'est vrai qu'on avait parlé à ce moment-là d'annuler la réserve parlementaire. Donc, je n'ai eu que 3 jours en octobre pour déposer des dossiers. Et toutes les associations qui m'avaient envoyé leurs dossiers, ces associations ont reçu effectivement la réserve parlementaire. Alors, concrètement, donc en fait, concrètement, il faudrait aussi, et là, le gouvernement sortant, qu'est-ce qu'a-t-il fait ? Il a annulé d'un trait de plume la ligne budgétaire qui servait justement à accorder des subventions via le Quai d'Orsay au comité consulaire pour l'emploi. Moi, je veux Je ne suis pas sûr de vous avoir bien suivi. Alors, je recommence. Si on prend par exemple le cas d'Israël, ça va être un cas précis. En 1996, forte de savoir que je suis diplômée de droit administratif, donc je sais de quoi je parle. Je suis allée voir le consul général. Je lui ai dit, voilà, on est plus de 5000 inscrits dans le consulat. Nous avons droit à à la création d'un comité consulaire et à une antenne emploi. Ça a mis 2 ans parce qu'il était d'extrême droite, mais en fait, ensuite, j'ai finalement obtenu cela et nous l'avons eu à partir de 1998. Nous obtenions 30 000 € tous les ans pour aider et nous avons réussi, bon an, mal an, jusqu'à il y a 2 ans, à placer 150 Français. 150 Français, c'est pas rien. Donc, si vous voulez, là déjà, il faut refaire cette ligne budgétaire. Donc, l'aide à l'emploi. Deuxièmement, le matraquage fiscal. Le matraquage fiscal, vous savez, sur le matraquage fiscal, je suis très droite dans mes bottes et acharnée sur ce combat. C'est à cause de cela que j'ai démissionné du Parti socialiste il y a 4 ans. C'est ça, nous allons revenir là-dessus. J'ai claqué la porte justement parce que j'étais outrée et choquée, je dois le dire. D'abord parce que lorsque moi je me présente aux élections, et ça fait 17 ans que les Français d'Israël me réélisent sans discontinuer, c'est parce qu'ils savent que si je fais des promesses, je les tiens. Donc pour moi, le Parti socialiste qui s'était fait élire, donc le président Hollande s'était fait élire, il avait fait des promesses, il ne les a pas tenues, pour moi c'était rédhibitoire. Donc, et pire, matraquage fiscal des classes moyennes est quelque chose qui me touchait profondément parce que je l'ai rencontré, nos retraités ici, de conditions modestes, qui étaient touchés par les mesures fiscales. Donc dans mon programme, le programme contre le matraquage fiscal est extrêmement précis. Qu'est-ce qu'il signifie ? Alors, ça signifie quoi ? D'abord, puisqu'on parle en Israël, vous le savez, depuis janvier 2017, nous avons assisté à une nouvelle relecture par les services fiscaux français de la Convention franco-israélienne de non-double imposition. Que disent-ils ? Ils disent qu'il s'agit d'une convention fiscale de non-double imposition et non pas de double exonération, ce qui vise immédiatement et directement les Français retraités qui nous ont rejoints, les Olim, qui nous ont rejoints depuis moins de 10 ans, puisque ceux-là sont exonérés par l'État d'Israël. Alors oui, et au-delà de 10 ans, ils doivent payer des impôts. Oui. Mais en Israël. En Israël, mais vous le savez, ce n'est pas le cas. Donc si vous voulez, il y a effectivement un vrai problème. Et c'est un problème qui va peut-être devenir encore plus grave à partir du 1er janvier 2018 avec la réforme qu'on appelle le prélèvement à la source. Donc là, il faut bien connaître, et je suis spécialiste de droit fiscal, il faut bien connaître à la fois le problème et les solutions, je les ai. Donc voilà. C'était déjà un point. Deuxième point, écoutez, c'est scandaleux, cette histoire. Et je me suis battue dès que je suis arrivée à l'Assemblée nationale le lendemain, parce que c'est le lendemain que j'ai appris cette mesure. C'était que pendant ce qu'on appelle, si vous voulez, la vacance de l'Assemblée, c'est-à-dire entre l'élection du président Hollande et l'élection de l'Assemblée nationale, en juin 2012, eh bien, Bercy, les services fiscaux français avaient ressorti du tiroir ce que nous appelons le plan Baroin. Baroin, du nom du ministre de l'économie en 2011, qui avait imaginé, sans doute avec ses services, toujours très imaginatifs quand il s'agit de voler les Français, eh bien, ils avaient imaginé quoi ? Ils avaient imaginé de taxer de la CRG et de la CRDS les revenus immobiliers des Français non résidents.
Encore une fois, je vous ai un peu perdu, mais les CRG, les CRDS, mais enfin... Ce sont des taxes que les impôts prélèvent, mais ce qui était absolument scandaleux, si vous voulez, c'est que moi, je rencontrais des gens qui, en Israël, il n'y a pas toujours eu de loi sur la retraite, et ces gens-là avaient pris en compte ce problème et s'étaient dit, on va se saigner aux 80 pour acheter un appartement en France, pour pouvoir vivre ensuite à la retraite de ce loyer. Ils ont vu leur loyer taxé de manière injuste. Alors, ok, et là-dessus, on peut un député, le député. Mais c'est ça les combats qu'il faut mener. C'est pas de s'agiter sur la tribune ou dans les plateaux de télévision. Les combats qu'il faut mener, c'est ces combats-là, ces combats qui parlent de la vie quotidienne de nos Français, l'emploi, le matraquage fiscal, l'enseignement français. Écoutez, c'est ça la vie. Alors, vous parliez tout à l'heure du fait que vous aviez quitté le Parti socialiste en 2013, si je ne m'abuse. Donc, en fait, nous avons reçu la semaine dernière une autre candidate au même fauteuil de députée des Français de la 8e circonscription, Florence Drory. Elle aussi a quitté le Parti socialiste, mais bien plus récemment. Et nous recevrons en fin de semaine Benjamin Djihan, qui, lui, représente le Parti socialiste. Alors, concrètement, ça fait 3... Non, je vous arrête tout de suite. Ça, c'est de la propagande. Laissez-moi poser ma question. Oui, mais je peux pas arriver. Trois socialistes, alors que la je suis désolée, j'ai quitté le Parti socialiste il y a 4 ans. Pardon, 3 socialistes. Non, 2 socialistes. Pourquoi 3 ? Alors, disons 2 socialistes et une ancienne socialiste et une ancienne socialiste qui sont dans les starting box pour cette élection pour les Français pour la députation de la 8e circonscription des Français de l'étranger. Ça fait beaucoup par rapport au poids que représente aujourd'hui la gauche en France. Ce que fait le Parti socialiste ne m'intéresse plus, point barre. Voilà. Donc, si vous voulez, je n'ai plus rien à voir avec eux. Je suis désolée, j'ai expliqué pourquoi j'étais partie et je reste droite là-dessus. Mais maintenant, d'une certaine manière, il faut bien avouer que le fait de ne pas avoir l'investiture d'un grand parti en France, ça vous handicape. C'est-à-dire le fait d'être sous une étiquette indépendante, ça vous handicape quelque part. C'est-à-dire oui et non. Parce qu'on vous connaît. Je vous interromps. Oui et non, parce que sans doute dans une élection classique, nous ne sommes pas dans une élection classique. On a bien vu avec les élections présidentielles que tous les partis gouvernementaux avaient éclaté. On est dans un éparpillement justement du paysage politique que l'on connaissait, du paysage politique classique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Des députés qui ont été investis par En Marche, qui sont la plupart du temps, en tout cas pour une grande part d'entre eux, totalement inconnus et incompétents. Est-ce que c'est ça que nous voulons ? Je vais prendre un exemple sur le programme de Madame Drory. Elle demande quoi ? Elle dit qu'elle veut que la CFE, c'est-à-dire la Caisse des Français de l'étranger, qui existe, n'est-ce pas, depuis très longtemps, soit utilisée pour venir en aide aux Français en situation de précarité et aux personnes âgées. Mais écoutez, ce n'est pas du tout le but de la Caisse des Français de l'étranger. Elle ne connaît pas ses dossiers, cette dame. C'est tout. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est que la CFE ? C'est une caisse qui, comme toutes les caisses, sont constituées financées par les cotisations des adhérents. Or, la Caisse des Français de l'étranger est connue pour être une caisse de riches. Pourquoi de riches ? Parce qu'il faut à la fois payer dans sa cotisation la part salariale et la part patronale. Donc on voit bien que les personnes âgées modestes et handicapées ne pourront jamais payer ces cotisations. Alors, lorsque vous parlez, vous utilisez effectivement, comme je vous dis, j'ai parfois du mal à suivre parce que vous êtes apparemment une experte dans certains de ces dossiers. Mais la question je suis connue pour être compétente dans tous les dossiers des Français de l'étranger. La question que l'on se pose, c'est finalement, est-ce que un député comme vous avait la capacité de promouvoir ce type de dossier ? Et la force politique de le promouvoir, surtout lorsque vous vous présentez sous une étiquette indépendante. C'est-à-dire une fois, vous n'avez pas compris ce qui se passe en France. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Mais moi, laissez-moi m'expliquer. Je vais préciser ma question pour que nos auditeurs comprennent bien. Il y a en France des groupes parlementaires, il y a des partis qui ont des moyens de levier sur le gouvernement, de l'opposition, là, en arrivant indépendante, supposons que vous êtes élu, vous arrivez indépendante à l'Assemblée nationale, on va à peine vous regarder. Pas du tout, d'abord parce que je suis connue, là-bas, absolument, premièrement, je suis connue. Deuxièmement, parce que j'irai vers mes autres collègues députés des Français de l'étranger, qui seront peut-être d'anciens collègues donc, qui me connaissent. Par exemple, le juge Marceau,
député LR, m'a dit « J'espère que tu vas être élu, qu'on va te retrouver ». C'était moi qui avais expliqué au juge Marceau, quand il était arrivé, l'enseignement français à l'étranger. Donc, si vous voulez, on n'est pas dans ce genre de jeu. On est dans le jeu des compétences. Et à ce moment-là, celui ou celle qui a le plus de compétences, il se fera entendre à la fois par ses collègues et par le gouvernement. Il y a un point sur lequel je voudrais avoir une précision, c'est-à-dire vous critiquez le fait que Meir Habib monte à la tribune pour parler, pour s'exprimer sur différents sujets. La question que je vous pose, par exemple, si l'Assemblée nationale vote par exemple, supposons une reconnaissance d'un État palestinien, si l'UNESCO vote des votes niant le lien entre le peuple juif et Jérusalem, est-ce qu'on vous aurait entendu à l'Assemblée ? Parce qu'on a toujours le sentiment qu'il y a une forme de timidité, de ne pas vouloir s'impliquer. Je me souviens qu'on était... Je vous en prie, je me souviens qu'on était, lorsque je vous ai rencontré à l'Assemblée, vous m'aviez vous-même dit que vous ne vouliez pas... J'essayais surtout de me battre en coulisses contre justement ce qui se tramait. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que la France voulait reconnaître le statut d'observateur à l'ONU de la Palestine et de l'État de Palestine, et moi je me battais contre ça. Et parfois, ce genre de combat doit se mener non pas sur la scène publique, mais dans les cabinets ministériels. Il faut voilà. Le fait, vous savez, que vous ayez choisi, par exemple, on se pose la question, lorsque vous étiez membre de la commission de la défense de l'Assemblée nationale, pourquoi la défense plutôt que les affaires étrangères, où par exemple, dans ce domaine, on peut faire entendre sa voix avec beaucoup plus d'intensité? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi la défense ? Tout simplement parce qu'on me l'avait demandé. Il n'y avait pas de femmes, justement, qui étaient prêtes à y aller. Et c'était pour moi, vous savez, une sorte de reconnaissance pour mes parents. Mon père a été ancien combattant, il a été prisonnier de guerre, il s'est évadé. En quelque sorte, c'était quelque chose qui... Et puis, moi, vous savez, j'ai toujours eu autour de moi des uniformes, 3 fils. Réfléchissez, ça fait combien d'années à l'armée, n'est-ce pas ? Beaucoup, plus que mon fils aîné est commandant. Donc, vous voyez que j'ai toujours été entourée d'uniformes toute ma vie. C'est-à-dire, sans remettre en cause votre expertise en matière de dossiers sur la problématique, les problèmes fiscaux des Français de l'étranger, peut-être que... on va dire l'électorat francophone d'Israël, puisque nous parlons d'Israël, attend aussi d'un député qu'il monte au créneau, qu'il ne soit pas tiède par rapport à Israël. Il n'y a pas à être tiède. Et d'abord, il faut pas tout mélanger. Mon opinion à moi, et je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est pas aux députés français dans l'Assemblée nationale française de décider de la politique du gouvernement israélien. N'oubliez pas, vous parlez à une Israélienne de 37 ans. Donc moi, je ne suis pas dans, si vous voulez, la timidité, comme vous dites. Nous avons un gouvernement, il se défend très bien, il défend les positions israéliennes de manière légitime et comme il le faut. Il n'y a rien à redire là-dessus. Je ne pense pas qu'un député des Français de la 8e circonscription doivent être un ambassadeur bis de l'État d'Israël. Je suis désolée, ce n'est pas pour moi la fonction d'un député. D'accord ? Alors évidemment, si Israël était attaqué, je monterais au créneau de la même manière que ça serait normal de le faire. Les résolutions contre l'UNESCO, mais j'étais la première non pas en tant que députée, puisque je ne l'étais plus, mais en tant que conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger, j'étais la première à me lever et à écrire des communiqués, et à les envoyer à la présidence de la République française. Je voudrais juste revenir sur un point là-dessus, justement, sur ce point très sensible, si vous voulez. Le 1er juin 2016, le Quai d'Orsay a versé tous les Israéliens sous une adresse commune avec les Palestiniens. Alors on pouvait écrire Jérusalem ou bien Tel Aviv, et notre adresse c'était Israël, territoire palestinien. Qui s'est levé pour ça ? C'est moi qui me suis levée. C'est pas le député sortant, il s'est levé une fois que j'avais résolu le problème. Alors, une dernière question, nous arrivons à la fin quasiment de cet entretien, et vraiment je vous pose une question, c'est un peu plus une question personnelle. Vous êtes, comme je le disais, engagé depuis de nombreuses années dans la défense des Français de l'étranger. Et des Français d'Israël d'abord. Et des Français d'Israël. Et alors... Ce n'est pas votre première campagne. D'où trouvez-vous la force de continuer, de persévérer, de continuer à vouloir être élu ? La confiance, justement, des gens qui sont venus me chercher. La confiance des électeurs.
la confiance de tous ceux qui pensent que je suis la bonne personne au bon endroit. Eh bien, nous vous souhaitons bonne chance dans cette nouvelle élection, de ce nouveau défi que vous lancez à vous-même. Daphna Posanski-Benamou, merci d'avoir été avec nous ce matin pour cet entretien. Donc, en perspective des élections législatives, le premier tour, ça sera dans une semaine, très exactement, n'est-ce pas, le 4 juin. Et bien entendu, on appelle les Français d'Israël à venir voter, à participer à ce scrutin électoral pour la députation, pour la prochaine Assemblée nationale en France. Merci Daphna Posanski et merci d'avoir fait le déplacement de Tel Aviv à Jérusalem dans notre studio ce matin, ce dimanche matin très tôt. Merci d'avoir fait ce déplacement. Shalom et à bientôt et be'atzlacha. À très bientôt, Yom Tov.